Donc vous avez d'un côté des jeunes qui n'arrivent plus à acheter, et de l'autre côté des personnes un peu plus âgées qui eux ont un stock de biens énorme. On dit souvent vous cotisez pour votre retraite. Non, c'est pas vrai. Vous cotisez pour la retraite des gens qui sont actuellement retraités. Camille, c'est quelqu'un qui a de l'épargne, qui a le bon réflexe d'épargner, mais qui est vraiment typiquement à l'image de ce que font pas mal de nos compatriotes, à savoir ils n'investissent pas. Ils stockent, mais ce stock ne va jamais s'apprécier puisqu'il rapporte moins que l'inflation. On va pas regarder des vrais profils, on va regarder des profils fictifs qui se basent sur les données statistiques et représentatives des comportements d'investissement des grands types de ménages. Vous allez le voir, on va d'abord commencer par les objectifs et puis après on va regarder comment les grands types de ménages se différencient, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas. Et vous allez voir que les différences sont quand même assez marquées. Du coup, pour commencer par les objectifs, le premier objectif c'est vraiment devenir propriétaire de sa résidence principale. Je pense qu'on a déjà tous entendu cette phrase, avoir ta résidence principale c'est la garantie d'avoir un toit au-dessus de la tête, quoi qu'il arrive, ou ça te permettra de passer tes vieux jours. C'est le cas de 75% des Français, donc ils adhèrent à ça. C'est devenu de plus en plus difficile dans les grandes villes typiquement. C'est hors de prix de s'acheter un bien et c'est un des gros soucis en réalité. On parle beaucoup des difficultés qu'ont les ménages. L'un des postes de dépenses qui a vraiment explosé, c'est le poids du logement. Vous avez évidemment la location, mais aussi le fait que acheter, c'est de plus en plus difficile et c'est de plus en plus long. Donc typiquement, pour financer un bien de la même surface dans une grande ville comme Paris, on a rajouté 5, 10, 15 ans, de mémoire c'est 15 ans de plus sur les 30 dernières années. Enfin, c'est vraiment délirant. Donc vous avez d'un côté des jeunes qui n'arrivent plus à acheter et de l'autre côté des personnes un peu plus âgées qui eux ont un stock de biens énorme à vendre et le marché c'est vrai qu'il est un peu grippé. Mais en tout cas c'est l'objectif principal. Quoi d'autre? Sinon c'est moi ce que j'appelle l'indépendance financière. Je pense qu'on est de plus en plus nombreux à ne pas forcément vouloir partir à la retraite. C'est pas binaire, c'est pas je travaille ou je ne travaille pas, c'est je travaille comme je veux, avec qui je veux, au rythme que je veux. Car ça, quelque part, moi c'est un peu la richesse. D'ailleurs, c'est pour ça que mon livre s'appelle Investir pour être libre, puisque voilà, avoir une somme sur son compte bancaire, je suis pas sûr que ça apporte grand chose. Par contre, pouvoir choisir comment on travaille, ça parle à beaucoup de monde, et donc 62% des Français pensent qu'il faut épargner pour la retraite le plus tôt possible, et 72% des non-retraités pensent que les pensions ne seront pas suffisantes pour garantir un niveau de vie correct. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que 3/4 des gens qui travaillent, qui cotisent, pensent qu'ils n'auront pas un niveau de retraite suffisant. D'ailleurs, je vous rappelle que quand vous cotisez, et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas, quand vous cotisez, on cotise tous, si on touche du salaire, eh bien vous ne payez pas votre retraite. On dit souvent vous cotisez pour votre retraite. Non, c'est pas vrai. Vous cotisez pour la retraite des gens qui sont actuellement retraités. Donc c'est vraiment un tour un peu de passe-passe. C'est on prend vos cotisations et on les donne à des retraités. Il n'y a pas de placement et c'est ça le problème du système par répartition, c'est qu'on ne fait pas grossir le gâteau. On va juste transférer du flux. Donc c'est compliqué quoi. C'est vrai que la condition sine qua non pour que le système marche, c'est que vous, quand vous serez à la retraite, qu'il y ait des gens actifs qui payent pour vous. Ça, aujourd'hui, il y a 3/4 des gens qui, c'est pas exactement qu'ils y croient plus, mais en tout cas, ils pensent qu'ils ne toucheront pas assez. Donc ça, c'est vraiment un vrai message inquiétant. Mais en tout cas, on commence par Sophie qui là est vraiment un ménage précaire. 1050 € par mois, c'est un salaire extrêmement modeste. 32 ans, mère célibataire, un enfant à charge. Elle habite à Limoges. Encore une fois, tout ça est fictif, mais c'est pour dresser un peu le portrait. Elle est employée dans la grande distribution, elle est peut-être à la caisse, elle met peut-être en rayon, c'est un contrat court, c'est du temps partiel, le revenu, vous l'avez vu, il est faible et il y a aussi des allocations dedans. C'est vrai qu'on a un système social, un filet de sécurité qui est un peu plus puissant que dans beaucoup de pays. Et donc Sophie touche des allocations, elle habite dans un HLM, elle paye 420 € de loyer par mois. Son patrimoine net, il est négatif et c'est ça tout le drame en fait des ménages précaires, c'est que il n'y a pas assez d'argent à la fin du mois déjà pour vivre, donc forcément il n'y a pas d'épargne dispo, il n'y a pas de livret, l'immobilier vous oubliez puisque c'est impossible de se financer, puisque c'est un contrat temps partiel, très petit, impossible d'investir par ailleurs, il y a de la dette, puisque pour vivre en fait, les découvertes ça va très vite, et puis on tombe vite dans une spirale de la dette. Si vous voulez vous créer une discipline budgétaire, une recommandation assez simple, c'est de prendre une carte de débit, pas prendre une carte de crédit, ou alors de bloquer les découvertes. Par défaut, et ça je trouve ça scandaleux, les banques autorisent les découvertes. Et pourquoi? Elles font pas ça pour vous faire plaisir, elles font ça parce que les agios, les intérêts de découvert sont l'une de leurs sources de revenus plus lucratives. Donc forcément, si vous avez une carte de débit, vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous avez. Mais dans le cas de Sophie, voilà, les revenus ne suffisent pas et donc il y a du découvert et ça génère des intérêts extrêmement élevés. Et après, c'est un peu la spirale, quoi. Donc la réalité, et là c'est dingue de se dire que ça c'est en France, c'est vraiment le cas de ménages précaires. Sophie vit sans internet à la maison, sans voiture, les soins médicaux sont reportés faute de moyens pour avancer les frais. Toute dépense imprévue, réparation d'un frigo, une facture, il faut réparer le chauffe-eau ou un impôt qui n'était pas prévu, bon là elle paiera pas d'impôt mais vous voyez ce que je veux dire, devient un drame financier, elle subit la précarité énergétique. Donc on ne se chauffe pas pour économiser. Évidemment, l'objectif c'est solder les dettes
Quand vous commencez à investir, le b.a.-ba c'est le budget, il faut déjà gagner plus qu'on ne dépense. Donc Sophie, elle n'a pas besoin d'aller sur les investissements puisqu'elle est encore à la partie budget. Et la première chose à faire surtout, c'est de purger les dettes. Facile à dire hein, à ma place, mais très difficile à faire dans son cas. Solder les dettes d'abord, puis après avoir un matelas de sécurité évidemment pour faire face aux aléas. La stratégie, c'est voilà, après le loyer, il reste environ 630 € pour l'alimentation, les charges, les transports, les besoins de l'enfant, aucune marge pour l'épargne. Le découvert bancaire sert de variable d'ajustement en cas d'imprévu. D'ailleurs, il y a une nouvelle loi qui va passer, c'est au niveau européen que ça a été décidé, ça va être appliqué en France, qui fera que le découvert bancaire entrera dans le taux d'endettement. Et donc concrètement, ce sera à la main de la banque de donner ou non du découvert. Et ça, c'est quelque chose qui inquiète, puisque aujourd'hui, on est dans un pays où, comme Sophie, beaucoup de gens l'utilisent comme variable d'ajustement. Comment sortir du découvert et ne pas tomber dans le surendettement? Donc voilà quelques pistes, quelques bonnes nouvelles quand même, ou des solutions possibles. Avoir plus de visibilité sur la situation professionnelle, un CDI même au SMIC apporterait de la stabilité, prévisibilité des revenus, accès au crédit, capacité d'épargne. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Négocier un plan d'appurement de la dette avec la banque, ça c'est possible. Hein. Faire un bilan complet des aides sociales, il y en a beaucoup, ça peut être compliqué de s'y retrouver, mais il y a peut-être des choses qui n'ont pas été utilisées. Voilà, ça peut être bien vu, mal vu, mais en attendant, si ça existe, et dans son cas, c'est fait pour ça, autant les utiliser. Se rapprocher de France Travail pour des dispositifs de formation rémunérés, ça c'est vraiment important. Et d'ailleurs de se former tout court, c'est important aussi de comprendre que c'est la formation souvent qui va permettre de trouver un nouvel emploi, et il faut aller là où il y a de la demande. Donc c'est aussi quelque chose qui est assez surprenant. C'est vrai qu'aujourd'hui on forme des générations sur des métiers sur lesquels il y a un taux de chômage de dingue. Bon bah voilà, si vous voulez inverser la tendance, si vous êtes dans un métier où il y a beaucoup de demandes, eh bien vous trouverez un emploi. Donc c'est vraiment un peu une France à deux vitesses, mais en tout cas se former c'est toujours une clé intéressante. Et puis après évidemment ce que Sophie pourrait faire, c'est ouvrir un LEP qui est le livret le plus rémunéré et surtout qui est conditionné au revenu, et dans son cas elle est largement en dessous des seuils, donc ça sera assez simple. Et bon, ça c'est vraiment une solution un peu d'urgence, mais elle peut saisir la commission de surendettement pour faire annuler sa dette. Donc l'objectif à 12 mois, c'est de trouver un emploi, solder les dettes et au moins avoir 1000 € sur le LEP pour créer le réflexe de l'épargne. Du coup ça c'était Sophie. Là on passe à Émilie et Nicolas, 2500 € par mois. Là on est dans un ménage modeste, donc on gagne 2,5 fois plus, mais on est encore dans du modeste. 45 ans, marié, 2 enfants, ils habitent à Saint-Étienne. Elle est aide à domicile à mi-temps, lui est ouvrier intérimaire, donc on voit qu'on est sur 2500 € au total. Ils louent dans le privé, 700 € par mois. Eux ils ont un patrimoine de 28 000 € qui se répartit comme suit. Il y a pas mal de cash sur le compte courant en réalité. Il y a des livrets, il y a un LEP qui a été pris et qui a été mis au plafond, donc ça c'est plutôt bien. Il y a une voiture qu'on inclut ici dans le patrimoine, puisque bon voilà ce qu'on appelle valeur résiduelle ou la valeur vénale quoi. Il y a de la dette, et ça c'est un peu le même cas que Sophie, c'est-à-dire que voilà, il a fallu acheter la voiture, il a fallu acheter de l'électroménager, et ça coûte cher. Donc on est sur un patrimoine net qui est pas mal quand même, mais qui reste modeste. Nicolas et Émilie s'en sortent, mais sans filet de solide, pas de propriété, pas d'investissement, l'épargne n'est possible que lors des primes ou des 13e mois, l'intérim crée une instabilité permanente. Objectif, bon le matelas de sécurité il existe, donc ça c'est plutôt bien. Maintenant il faut stabiliser les revenus de Nicolas qui est en intérim, qui crée un sujet, et commencer à investir. On a mis 100 € par mois, l'idée ça peut être 50 € aussi, c'est symbolique, hein. On veut créer le réflexe, on va investir aussi pour les enfants. Le budget il est serré, hein. C'est 700 € de loyer, plus des charges, un peu d'alimentation, enfin pas mal d'alimentation en réalité, 200 € de transport, des crédits, et là les crédits ça coûte très cher parce que ça c'est des crédits à la conso avec des taux délirants. Ensuite bah voilà, on se fait plaisir peut-être un tout petit peu, et on est à 2130 €, donc il reste un petit peu d'argent, mais les imprévus, bon bah gomme ce qui reste. Les questions qu'on peut se poser: dois-je rembourser mes crédits en priorité ou épargner? Comment automatiser l'épargne avec des revenus variables? Le PEA est-il pertinent pour moi, ou je dois me concentrer sur le LEP? Est-ce réaliste de penser à l'achat immobilier avec mon profil? Je pense qu'avant de se poser toutes ces questions, pour pouvoir se poser toutes ces questions, il faut stabiliser les revenus. Donc bon, le CDI ça changerait tout, et ça permettrait d'ailleurs d'ouvrir la voie au crédit IMO. Donc pour répondre à la question 4, oui ça sera possible, mais avec un CDI. Oui, il faut rembourser les crédits évidemment pour se purger cette dette, puisque le taux du crédit va être largement supérieur à celui du LEP, donc il faut absolument se débarrasser des crédits. Comment automatiser l'épargne? Bah c'est simple, hein, virement automatique le premier du mois, et à la limite je préfère que vous mettiez en place un virement automatique pour l'annuler, pour refaire le virement inverse en milieu de mois, mais au moins avoir essayé. Mais c'est vrai que si vous réduisez un tout petit peu le budget, même 50 € ici, et que vous avez automatisé ça, ça sera beaucoup plus simple. Le LEP, bon ça c'est bon, mais on va l'utiliser pour rembourser la dette, quoi qu'on pourrait utiliser le livret A, ce serait plus intéressant. Le PEA, bah oui, il faut prendre date évidemment, puisqu'on lance la machine. Il faut se former, et se former c'est gratuit aujourd'hui. N'achetez pas une formation à 4000 € sur internet, regardez la chaîne Finaoi, regardez n'importe quelle autre chaîne de finance. Si vous voulez acheter mon livre, bah voilà, pourquoi pas. S'il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter le livre, dans les commentaires, mettez-nous un petit message et on en sélectionnera 3 au hasard, et on leur offrira un exemplaire pour qu'ils puissent l'avoir. C'est vrai que sur la chaîne vous avez déjà beaucoup de choses, mais le livre va un peu plus loin. Et formation comme d'habitude, hein, on en revient toujours sur ça. Il y a plein de formations qui spécialisent sur les métiers manuels, et ça peut permettre d'augmenter les salaires. Du coup l'objectif ici à
24 mois, on est déjà plus long-termiste. Bon, on solde les crédits comme d'habitude, on cherche un CDI, on ouvre un PEA, on pourrait ouvrir une assurance vie d'ailleurs aussi, et on garde ce matelas de sécurité sur le LEP qui est très bien. On passe à Camille, elle est vraiment dans la médiane, c'est-à-dire qu'il y a 50% des Français qui gagnent plus en termes de revenus nets qu'elle, et il y a 50% qui gagnent moins. Elle est pile au milieu. Elle a 38 ans, elle est célibataire, elle n'a pas d'enfant, elle vit à Nantes, elle est professeure dans l'éducation nationale. Le professeur devrait être beaucoup mieux payé que ça, mais bon, ça c'est qu'un avis. D'ailleurs, ils sont beaucoup mieux payés en Allemagne. Vous voyez, 34 000 €, c'est le double en Allemagne. Et bon, moi j'étais dans le système scolaire allemand, donc voilà, je vais pas faire l'expert qui a tout vu, mais j'ai vu les deux systèmes. J'ai fait du privé aussi en France, du public. Le système allemand est bien plus intéressant à mon sens, qui est vraiment axé autour d'une pédagogie par l'exploration. Moins on apprend par cœur, mais on découvre, on se forme au fur et à mesure, on personnalise. Voilà. Moi j'ai un peu, peut-être que j'idéalise, mais j'ai un très bon souvenir de l'école en Allemagne, beaucoup moins en France. Je pense que ça vient du fait que les professeurs en Allemagne sont tellement mieux dans leur job, enfin ils n'ont pas de soucis financiers puisqu'ils sont bien payés pour un job qui est encore une fois difficile. Donc du coup 2200, je le disais, elle est propriétaire, elle a un crédit à 750 € par mois. Camille vit confortablement, après le crédit et les charges, elle peut épargner 3 à 400 € par mois, mais cette épargne dort sur des livrets, elle n'a jamais investi en bourse par peur de volatilité, et la volatilité c'est la variation de la bourse, c'est la variation des prix. Ça monte, ça baisse, on a l'impression que c'est un casino. D'ailleurs c'est l'argument qu'utilisent toujours les politiques pour dire il faut surtout pas investir l'épargne des Français en bourse puisque sinon on peut tout perdre. Ce qu'ils oublient de préciser, c'est que les députés ont une retraite qui est investie en bourse, les sénateurs aussi d'ailleurs. Donc tout le monde, mais les fonctionnaires d'ailleurs via le préfonds. Oui, évidemment qu'il y a de la volatilité, mais tout dépend de son horizon de temps. Plus on a du temps, mieux ça va se passer. Il y a plein d'outils pour investir en bourse sans faire de la spéculation. Du coup, elle a un T3 qui vaut 180 000 €, elle a un livret A, elle a un PEL, elle a un courant, elle a une assurance vie en fonds euros. Donc c'est un peu le thème, il y a beaucoup de cash partout. En réalité, Camille, c'est quelqu'un qui a de l'épargne, qui a le bon réflexe d'épargner, mais qui est vraiment typiquement à l'image de ce que font pas mal de nos compatriotes, à savoir, ils n'investissent pas. Ils stockent, mais ce stock ne va jamais s'apprécier puisqu'il rapporte moins que l'inflation. Et ça, c'est un vrai sujet. Alors vous pourrez me dire, le fonds en euros, ça peut rapporter un peu plus. Oui, ça dépend, il y a des fonds en euros boostés, etc. Ça dépend de la période, mais le fonds en euros aussi, c'est un produit qui n'est pas sans risque, je dirais, même si le risque est très faible, ça reste quand même de la dette, principalement de l'État français, il faut en avoir conscience. Il y a un crédit immobilier, bon ça c'est de la bonne dette, hein. Tout à l'heure on avait de la mauvaise dette, là on est sur de la bonne dette, on s'enrichit. D'ailleurs quand on prend un crédit immobilier, on ne s'enrichit que sur une partie de la mensualité, puisqu'il y a les intérêts, ça c'est de l'argent qui est vraiment perdu, c'est la rémunération de la banque, et il y a le remboursement du capital, et c'est le remboursement du capital qui nous intéresse nous. Donc si d'ailleurs vous avez un compte Finari, ou si vous prenez votre tableau d'amortissement, vous allez voir qu'au début du crédit, vous allez payer beaucoup d'intérêts, peu de capital, et ça va s'inverser, parce que la banque veut se rembourser en premier, vous le voyez bien sur Finari. Du coup, patrimoine net de 110 000 €, donc vous voyez par rapport à notre ménage d'avant, on est vraiment sur quelque chose qui est largement supérieur, 4 fois supérieur presque. Son objectif, sortir de l'épargne 100% sécurisée évidemment, ouvrir et alimenter un PEA, optimiser l'assurance vie, pourquoi pas avoir du fonds en euros pour être sécurisé, mais là il y en a beaucoup. Prépare la retraite, elle a encore du temps, elle a 38 ans, donc il faut y aller. Épargne prudente, excessive, 100% du patrimoine financier étant livré en fonds en euros. Le livret A est à 3%, le fonds euro à 2,5%, ne batte pas l'inflation sur le long terme, Camille perd du pouvoir d'achat, ou batte pas ou annule à peine quoi. Faut savoir aussi que voilà, l'inflation officielle c'est sur un panier assez réduit, l'inflation, dès qu'on a un peu plus d'argent, on achète des biens plus chers qui sont pas dans le panier, et eux ont subi beaucoup plus l'inflation. L'énergie a explosé, le logement explose, donc voilà. Par où commencer pour investir en bourse sans risque de tout perdre? Question classique et légitime. PEA, CTO, assurance vie pour investir en actions, très légitime aussi. Dois-je rembourser mon crédit en avance? Ça, je l'entends tout le temps, ça stresse d'avoir de la dette en fait. Combien garder sur le livret A? Ce qui pourrait être intéressant, c'est évidemment d'aller en bourse, on en a parlé, donc dans quel ordre on va le faire? On pourrait garder le livret A parce qu'il est parfait pour le matelas de sécurité et on garde 6 mois de dépenses puisqu'a priori Camille est quelqu'un qui est très risque averse, donc qui a peur du risque. Ensuite on ouvre un PEA chez un courtier en ligne, pitié, pas dans votre banque de détail puisque ça va être beaucoup plus cher, puis surtout vous n'avez pas envie de passer par des interfaces très compliquées à utiliser. Ensuite on met en place un DCA, un versement programmé si vous voulez, et on investit tous les mois sur un portefeuille d'ETF et c'est comme ça qu'en fait on va éviter de tout perdre. C'est que plutôt que de se dire tiens moi je vais investir sur telle action ou telle action, on va investir sur un panier d'actions. Le panier d'actions le plus simple c'est le MSCI World, c'est le panier le plus large, 1500 entreprises, tous les grands pays développés, très exposés aux US, mais en même temps c'est les US qui tirent l'économie mondiale. Voilà, moi c'est ça que je ferais, une ligne suffit, on prend ça chez un émetteur, un gestionnaire d'actifs comme Amundi, BlackRock, peu importe, donc une grosse société réputée, et ensuite on oublie en fait, on n'a pas besoin de faire plus que ça. L'assurance vie aujourd'hui elle est 100% fonds en euros, je pense qu'on peut mettre un peu d'unité de compte, donc pourquoi pas faire un 50-50 ou un 60-40 en faveur des unités de compte. Ici pareil, je prendrais que de l'ETF pour simplifier la vie. Si le taux est inférieur à 2%, ne pas rembourser, mais en réalité même si le taux est supérieur à 2%, il ne faut pas rembourser, il faut renégocier. Vous avez le droit dans votre contrat de crédit de renégocier généralement si les taux baissent de 0,5%. Ça dépend un peu des banques, etc. Et des fois c'est même plus rapide. Mais si vous avez emprunté à 3 et que les taux passent à 2, il n'y a aucun problème. Vous allez voir la banque, vous renégociez votre crédit et vous allez baisser votre mensualité mécaniquement. Donc ça c'est assez magique et ça vous pouvez le faire. Surtout pas
rembourser le crédit, mais renégocier le taux si le taux a beaucoup baissé. Et ça, vous avez le droit, hein, donc allez-y. À 36 mois, qu'est-ce qu'on veut? On veut un PEA avec 15 000 € dessus, une AV qui est diversifiée entre fonds en euros et unité de compte, et surtout le réflexe de l'investissement. On passe à Julien et Emma. Donc là, on monte vraiment dans les échelons. On était à la médiane. Là, on est dans le top 25% à peu près. Donc Julien et Emma ont 42 et 39 ans. Ils sont mariés, ils ont 2 enfants, ils habitent à Lyon et ils sont ingénieurs, infirmières. Donc là, on est sur un très beau salaire, 6 500 € net par mois, propriétaire. Il y a un petit crédit, petit par rapport à leur salaire. Hein. Et il y a du revenu locatif, un studio à Lyon, qui a explosé en termes d'IMO. Là, ça s'est un peu calmé, mais ça a été vraiment la folie à un moment. La résidence principale vaut 350 000 €, le studio vaut 140 000, il y a un petit PEA, il y a de l'assurance vie, il y a du livret A, il y a le crédit évidemment, et donc on est sur un patrimoine net qui est quand même très très solide. Le couple a franchi le cap de l'investissement immobilier locatif, qui est assez classique, hein. Avec 6 500 € de revenus et 1 100 € de crédit RP, résidence principale, il dégage une capacité d'épargne confortable. Grâce au loyer perçu, le studio se rembourse pratiquement seul. Donc ça, c'est vraiment une bonne affaire. Atteindre le million d'euros avant 50 ans, ça c'est l'un des objectifs. Optimiser la fiscalité, il y a plein de dispositifs. Diversifier en bourse et préparer le financement des études des enfants. Ça, c'est les 4 objectifs. Sur l'immobilier, là, il y a encore de la capacité d'emprunt disponible. Si l'immobilier vous plaît et que vous avez testé, vous avez fait un tour de chauffe, allez-y, faites un deuxième tour. C'est vrai qu'en ce moment, je suis pas sûr que je referais du LMNP. Je ferais plutôt une SCI à l'IS, je pense. Enfin, regardez la situation, mais on va dire SCI à l'IS pour simplifier. Pour avoir tout simplement un cadre juridique plus stable, parce que le LMNP, il a été raboté une fois, il sera peut-être re-raboté. Ça impacte fortement la renta, et le risque d'avoir un dispositif qui va changer, c'est comme si on changeait les règles en cours de route d'une partie de foot, quoi. Donc c'est avant on jouait à 11 contre 11, maintenant on joue à 14 contre 11. Forcément, c'est plus la même chose, et donc la SCI à l'IS, ça reste quand même plus sûr, donc moi j'irais plutôt là-dessus. Pas d'immobilier défiscalisant, ça vous oubliez, hein. Ceux qui vous vendent de l'immobilier défiscalisant, demandez-leur combien ils vont toucher de commission dessus, et vous allez vite comprendre quel est l'intérêt du dispositif. Alors on va me dire oui, c'est possible de gagner de l'argent, peut-être, mais c'est rare, et les gens qui achètent bien de l'immobilier ancien, avec les bons dispositifs, SCI à l'IS, LMNP, d'autres choses, mais on va dire c'est les deux principaux, ils gagnent quand même beaucoup plus souvent de l'argent. Donc le produit défiscalisant, on oublie. On investit pour développer son patrimoine, puis on optimise la fiscalité. On fait dans cet ordre, on fait pas l'inverse. Bourse en croissance, le PEA est alimenté régulièrement, mais ça pourrait l'être davantage. Question du coup, faut-il acheter un deuxième bien locatif ou renforcer la bourse? LMNP ou LMP pour le studio, bon ça c'est LMNP ou SCI je dirais. Comment optimiser l'assurance fonds euros? On va descendre dans l'ordre. Je pense que l'objectif ici c'est d'optimiser l'existant plutôt que d'ajouter de la complexité. C'est assez basique, hein, même si vous travaillez dans l'informatique, ce qu'on va essayer de faire, ça va être déjà de faire fonctionner ce qu'on a plutôt que de rajouter de la complexité. Un système qui fonctionne, c'est un système qui est simple à la base, qu'on vient complexifier au fur et à mesure. Donc là, on a un système qui est simple, allons le travailler. Du coup, les PEA, là, il y a largement de la marge, hein, ça sert à rien d'aller ouvrir des CTO ou quoi que ce soit. On peut augmenter le DCA, effectivement. Il y a une question qu'on pourrait se poser, je l'ai mis là, sur le PER. Si la tranche marginale d'imposition est supérieure à 30, voire 41%, il faudrait refaire le calcul, mais je pense pas qu'on y sera. Ça pourrait être intéressant de faire un PER. Donc vous allez être refiscalisé à la sortie. Donc le but, c'est évidemment de rentrer en étant très fiscalisé, pouvoir baisser son impôt sur le revenu maintenant, puis ressortir plus tard, lorsqu'on gagnera beaucoup moins à la retraite, évidemment. Et à ce moment-là, payer un taux beaucoup plus bas. Donc là, vous avez vraiment gagné dans les deux sens. Il y a deux choses à vérifier. Un, il faut que les frais soient bas, sinon ça sert à rien. Et deux, il faut prendre des ETF, pas de la gestion active, sinon vous allez payer une tonne. Donc ça va avec les frais. Donc frais d'enveloppe, frais de support, il faut que ça soit vraiment au plancher. L'AV est très axé sur le fonds en euros. Bon, on l'a pas mis là, mais on va l'assumer. Donc je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'on a déjà dit un peu avant avec le précédent. Faut limiter ça. Le bien locatif, pourquoi pas? Je pense que c'est pas lié. En fait, on peut investir plus sur le PEA et acheter un autre bien. Et d'ailleurs, la question, c'est pas vraiment LMNP ou compagnie, c'est est-ce que l'immobilier, ça vous plaît? Est-ce que c'est plutôt à Lyon? Est-ce que c'est à Bron? Est-ce que c'est, j'en sais rien, dans l'avant-pays savoyard? Il y a plein de sujets à creuser, mais avec ces revenus-là, c'est possible d'aller s'endetter une deuxième fois, une troisième fois, d'acheter un nouveau bien et de faire un peu la même opération. Ça peut être vraiment, vraiment pas mal. D'ailleurs, ce que vous pourriez faire aussi, ça peut être intéressant, c'est d'ouvrir un CTO pour les enfants, l'ouvrir à votre nom, prenez un CTO, vous prenez l'ETF MSCI World le moins cher, il y en a, ils doivent coûter 0,03% ou 0,05%. Vous avez fait du DCA tous les mois, et ensuite, à 18 ans, vous, je sais pas quand vous en avez envie, mais quand l'enfant est majeur, vous purgez la plus-value via une donation. Et donc là, c'est magique, puisque, je sais pas, si vous avez mis 50 000 € et que vous avez 25 000 € de plus-value, en fait, les 25 000 € de plus-value seront pas fiscalisés. Donc vous allez donner 75 000 € à votre enfant sans fiscalité. Et ça fonctionne via le CTO. Donc ça, c'est un hack dont on parle trop peu, je trouve, mais qui est assez classique, hein, en gestion privée. Donc ça peut être vraiment très
très intéressant pour les enfants si vous voulez préparer leur avenir plutôt que de faire un livret bleu ou comme faisaient nos parents à notre époque. Donc l'objectif à 5 ans, c'est d'aller péter les plafonds et d'aller multiplier le patrimoine par 2. Et on finit par Antoine qui lui est dans le top 1%. Donc là, c'est l'objet de tous les fantasmes. Vous avez le top 1%, après vous avez le top 0,1% et puis après vous avez les milliardaires. Mais là, en tout cas, on est sur quelqu'un qui gagne 11 000 € net par mois, il a 51 ans, il est divorcé, il a un ado à charge, il vit à Bordeaux, il est avocat dans un cabinet. Je vous le disais, 11 000 € de revenus nets mensuels, donc ça commence à tabasser. Il génère aussi des revenus locatifs, donc ça c'est très très solide. Il est propriétaire évidemment de sa RP, il l'a déjà remboursé, donc là c'est vraiment le cas typique de quelqu'un qui est né, on va dire à la bonne époque, qui a acheté de l'immobilier pas très cher, qui a très bien gagné sa vie, et donc aujourd'hui il a fait un peu le double-double quoi. Il a un gros revenu et une RP qui s'est énormément appréciée, qu'il a acheté pour pas très cher. Et c'est tout bénef. 800 000 € la RP, patrimoine bon millionnaire évidemment, hein, patrimoine de 2,4 millions. RP, immobilier locatif, il a 3 biens, très gros biens, peut-être des immeubles d'ailleurs hein, dans son cas. Portefeuille boursier très très solide, 700 000 €, donc il y a du PEA qui va être au plafond, il y a un CTO, il y a de l'AV, il y a du crédit encore, mais bon au final c'est peanuts par rapport à ce qu'il a. Antoine n'a plus de contraintes financières, sa RP est payée, ses revenus du travail sont complétés par 1 500 € de loyer par mois. Il commence à réfléchir à la structuration patrimoniale et à la transmission à son fils. Ça c'est vraiment un sujet assez standard. Antoine c'est le client Finary One, on va dire typique, pas vraiment parce qu'on a plutôt des gens qui vendent des entreprises, mais on a aussi des avocats, on a des grands patrons. Et donc c'est vrai que souvent on se pose la question, pas vraiment de l'enrichissement, puisque voilà, vous avez 2,5 millions € de patrimoine. La vie est belle, hein, honnêtement, vous n'êtes pas Bernard Arnault, mais enfin il y a beaucoup de choses qu'on peut déjà faire avec ce niveau de patrimoine. Donc on réfléchit à comment transmettre à ses enfants, comment préparer leur avenir à eux, comment leur donner toutes les clés dont son fils aura besoin. C'est à ce moment-là qu'il y a pas mal de décisions à prendre. Structurer le patrimoine, évidemment, il y a plein de choses à faire. Préparer la transmission, d'ailleurs les deux vont ensemble, hein. On structure, préparer la transmission, on diversifie vers le non-coté, donc le fameux private equity. Ici ça a du sens. Moi je suis pas fan du private equity pour ce qu'on appelle l'investisseur, les retail, l'investisseur particulier lambda. Par contre sur un haut revenu, un haut patrimoine, bien sûr que c'est intéressant parce qu'il est aussi capable d'accepter l'absence de liquidité et surtout il a accès aux meilleurs fonds. Et l'objectif, bon pourquoi pas atteindre le 0,1%. Donc là on est à 5 millions de patrimoine, donc c'est quand même assez élevé, hein. C'est très élevé même, et je pense qu'il peut le faire, notre ami Antoine. Du coup, les stratégies actuelles, il a deux moteurs, hein. Il a le moteur, on va dire, du travail et du capital. Donc ça c'est l'énorme avantage. Il travaille, il gagne très bien sa vie, et son capital travaille pour lui. C'est génial. Les loyers, les dividendes, le crédit qu'il garde, il est très bas. Donc c'est un peu la situation idéale, et c'est ça que je vous disais tout à l'heure en début de vidéo, c'est ce qui est très dur à répliquer aujourd'hui pour des gens de notre âge, c'est que les taux sont beaucoup plus élevés, les biens immobiliers sont beaucoup plus chers, les impôts sont plus élevés, les salaires n'ont pas forcément beaucoup augmenté, donc c'est plus du tout le même marché quoi. Portefeuille boursier, ça je vous le disais, bon c'est vraiment très très solide. La question qui pourrait se poser, est-ce qu'il doit créer une holding, comment réduire son IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, puisque là il y est, puisque je vous rappelle que c'est à partir de 800 000 € et 1,3 million. Mais lui, il y est parce que c'est le patrimoine net qui compte, et voilà, là il est à 2 millions d'euros, donc 2 millions d'euros bruts, 1,7 million. Donc il paye l'IFI, il peut l'optimiser. Est-ce qu'il faut faire une SCI à l'IS ou à l'IR? Est-ce qu'il faut démembrer? Comment accéder aux bons fonds de private equity? Bon, il y a pas mal de choses à faire. On peut créer une SCI à l'IS pour les investissements locatifs, comme ça permet de réinvestir les bénéfices, et puis surtout commencer à avoir une logique de groupe, donc holding en haut, SCI en dessous, on fait transiter l'argent, et l'idée c'est évidemment d'avoir au sein du groupe de se protéger de l'impôt en ne sortant pas l'argent. On peut donner la nue propriété, un ou plusieurs biens d'ailleurs, à son fils. On a des abattements, ça c'est quelque chose que tout le monde a d'ailleurs. Vous avez 100 000 € d'abattement renouvelable tous les 15 ans, donc ça il faut le faire. D'ailleurs, vous pouvez aussi faire des dons d'argent qui ne sont pas encadrés. C'est l'administration fiscale qui va apprécier si c'est cohérent par rapport à votre niveau de richesse. Ici, Antoine fait un don de 10 000 € à son fils. Bon, c'est assez cohérent parce qu'il a beaucoup de patrimoine. Si quelqu'un qui a 100 000 € de patrimoine fait un don de 10 000 €, ça va être un peu trop visible. Il va devoir payer des droits. L'IFI, bon, il faudrait étudier le démembrement temporaire. L'investissement forestier, moi je suis pas trop fan, mais démembrement temporaire, ça pourrait être intéressant. Pour le PE, bon, moi j'ai un avis assez tranché. Je prends que du FPCI, donc pas du FCPI, du FPCI. Donc ça, c'est des fonds professionnels. Mais ici, Antoine est un investisseur, enfin, pourrait être assimilé à un investisseur professionnel. Ça va être 100 000 € minimum. Et c'est là où vous allez commencer à accéder aux meilleurs fonds, même si les meilleurs fonds, ça va être en réalité plus cher. Mais en tout cas, c'est ce que je ferais. Ensuite, il faut se faire accompagner par un CGP ou un notaire, ou un banquier privé, ou un gestionnaire privé, ou Finary One, peu importe. Se faire accompagner, c'est une option. Moi,
ce que j'aime bien en termes de raisonnement, en termes de modèle mental, c'est l'idée de l'entourage. Donc quand vous êtes un joueur de tennis professionnel, vous avez un coach, vous avez probablement un agent, vous avez peut-être un physio, vous avez peut-être un préparateur mental. Bah là c'est un peu pareil. Est-ce que la spécialité d'Antoine, bon lui il est avocat, peut-être qu'il est avocat fiscaliste, mais si c'est pas son métier, eh bien il faut aller chercher les compétences. Un ingénieur patrimonial pourra faire la structuration, un avocat fiscaliste pourra optimiser la fiscalité, un notaire pourra gérer les transmissions, un gestionnaire privé pourra s'occuper des placements. Donc ça veut pas dire qu'il va déléguer, ça veut pas dire qu'il est obligé de le faire, mais ça veut dire que vous avez autour de vous des experts ou des experts, faites-y appel et choisissez ce qui vous plaît. Je pense qu'on peut gérer un patrimoine comme ça tout seul, évidemment, mais il faut se poser la question de son envie d'y investir du temps. Donc gérer seul, oui, mais par contre aller consulter des experts pour avoir un avis externe, ça c'est obligatoire. Je pense qu'à chaque fois la question à se poser c'est quels sont les intérêts des gens qui vous accompagnent, est-ce que vos intérêts sont bien alignés avec les leurs. En tout cas, avec tout ça, ça va être assez simple à optimiser et avec coût relativement faible, on va pouvoir faire beaucoup de belles choses. J'ai envie de dire, objectif à 5 ans, dépasser les 4 voire les 5 millions d'euros de patrimoine, rentrer dans le 0,1% et surtout préparer la suite, notamment la partie transmission. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous avez vu un peu la diversité de patrimoine qu'on a en France. C'est vrai qu'on a beaucoup d'inégalités, hein, on le voit ici, et plus on monte, plus la vie est douce et plus on a d'options aussi sur l'investissement, forcément. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, vous postulez, le lien est dans la description. Toutes les semaines, le dimanche, je regarde un patrimoine, je prends toujours le profil qui est le plus intéressant par rapport à tout ce qu'on a déjà vu. Et comme ça, tout le monde apprend à mieux investir, puis on passe un bon moment. Donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain et je vous dis à très vite. Ciao.